reprendre nos débats, nos échanges pour cet après-midi. Donc on a abordé ce matin quel était le paysage technologique et les changements que ça induisait. On a essayé de se plonger un peu dans la manière dont l'économie française s'adaptait à cela à travers différents témoignages. Et puis maintenant on va rentrer dans les conséquences sociales et sociétales de ces nouvelles technologies, comment ça change l'organisation du travail, comment il va falloir repenser finalement la manière dont on travaille, la manière dont on s'organise dans nos entreprises pour faire face à ces changements, on l'a dit ce matin, qui peuvent être extrêmement rapides. Alors, pour nous aider à réfléchir autour de ça, trois invités. Rémi Bourguignon, qui est maître de conférence à l'IAE de Paris, je lui demande de venir me rejoindre. J'appelle également Jean-François Simonin du groupe Secafi Alpha, qui viendra également nous présenter une étude. Et Jean-Pierre Fine, le secrétaire général de l'UIMM, qui viendra apporter la contradiction et nous raconter comment le papier ressortit. Alors, la manière dont va se dérouler cette table ronde, d'abord est finalement une présentation d'une étude qui a été faite par Rémi Bourguignon et d'autres chercheurs, qui s'intitule Travail 2030, si je ne me trompe. Voilà. Et vous avez interrogé des patrons pour essayer de comprendre, je vais vous chercher un micro, voilà, pour essayer de comprendre comment ils envisageaient finalement les mutations et comment ils appréhendaient de leur point de vue les mutations du travail. Évidemment, les technologies jouant un rôle évidemment clé pour changer leur regard et faire évoluer leur organisation. Donc on se donne un quart d'heure, voilà. Si c'est moins, c'est bien, on aura plus de place au débat. Puis ensuite, on aura une étude de Jean-François Simonin qui viendra compléter celle de Rémi Bourguignon. Et je demanderai assez rapidement à Jean-Pierre Fine d'apporter la contradiction. Voilà. C'est à vous, Rémi Bourguignon, pour nous présenter donc, cette étude Travail 2030 que vous avez fait avec l'IAE de Paris. Et donc, je précise, c'est une étude que vous avez faite pour la branche métallurgie. Hein. Exactement. Et puis j'en profite également pour remercier Jean-Pierre Fine, puisque l'étude que je voulais vous présenter a été faite avec le soutien de l'UIMM. Donc je vais vous présenter ça, je vais essayer de tenir le quart d'heure. Juste, j'ai oublié d'inviter Gabriel Artero autour de la table, donc je vais lui demander de nous rejoindre. Excusez-moi pour se couper. Merci pour lui, mille excuses. Donc, alors, cette étude qu'on a menée, effectivement, là, elle s'appelle sur la planche Avenir du travail industriel, mais la formulation effectivement, l'étude, c'était le travail industriel en 2030. C'est effectivement comme ça qu'on l'avait intitulé. Et c'est, je pourrais le dire d'entrée de jeu, c'est pas un exercice de prospective. Hein, on n'est pas des prospectivistes. On ne sait pas dire ce que ce sera d'entre-temps. Je voyais là en exergue dans la présentation des citations d'auteurs, je les ai notées parce que c'est exactement ça. Paulo Coelho qui disait « Le futur a été créé pour être changé ». Peter Drucker, « La meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de le créer ». C'est exactement ça. Pour nous, l'avenir n'est pas écrit, il est ouvert. Et donc ce qui nous intéressait, c'était effectivement d'entendre des dirigeants sur leur manière de concevoir. Et ce qu'on disait finalement ce matin, c'est de percevoir quelles sont les opportunités et les menaces qui sont devant nous. Alors, donc la présentation, elle va être faite de manière assez simple. Je vais vous présenter finalement la méthodologie, mais rapidement, parce que c'est pas l'objet. Et puis vous rapporter finalement ce qu'on nous a dit, et puis derrière, qu'est-ce qu'on en tire en termes pas de préconisation, mais en tout cas de réflexion sur comment agir. Donc cette étude, le point de départ, c'était effectivement de questionner le travail. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de choses sur l'emploi, on l'a entendu ce matin, quelles sont les filières qui vont avoir des pénuries d'emploi, celles dans lesquelles il va falloir former, etc. Mais nous, ce qui nous intéressait, c'est vraiment de remettre la question du travail au cœur de la discussion. Ça, c'était un premier point. Et un deuxième point, c'était finalement de ne pas forcément donner une image homogène, linéaire de l'avenir, mais de dire quelles sont les tensions sur lesquelles on peut travailler et qui vont structurer les débats dans les années à venir. Donc pour ça, on a évidemment étudié la littérature spécialisée, on a été interroger les dirigeants sur une méthodologie qui est simple. Hein. On a pris 35 dirigeants d'entreprise
DRH pour 19 d'entre eux, 16 dirigeants opérationnels, donc vous voyez les fonctions, directeurs généraux, directeurs de la stratégie, directeurs industriels. Il y a toute taille d'entreprise, tout secteur industriel, on n'a pas vocation à faire une étude représentative, c'est pas le sujet. L'idée c'était d'avoir des discussions un peu approfondies, 1 à 2 heures avec chaque entretien, et avec une question de départ qui était très simple. Dans vos entreprises, comment ça bouge sur le travail, comment vous voyez les choses échelle 2030, et finalement comment vous y préparez, quoi, hein, c'est ça. Et donc le traitement qui va vous être présenté, c'est l'analyse de ce matériau. Alors je ne rentre pas dans les détails méthodologiques, mais à la fois avec un traitement statistique des textes qui ont été produits, et puis un traitement plus qualitatif. C'est finalement qu'offrent les secteurs industriels en France. Ouais, essayez, parce que c'est difficile. On a échangé un petit peu avec Rémi Bourguignon pour ne pas dire la même chose, et faut essayer de ne pas être contradictoire non plus, voilà. Donc on va essayer modestement de jeter 4 petits coups de projecteur sur ce qu'on peut dire des perspectives d'emploi et des conditions de travail comme résultat de tout ce dont on a parlé ce matin. Parce que vous l'avez vu ce matin, ça bouge, il y a beaucoup d'innovations, il y a beaucoup de projets. Et la première chose qu'il faut voir, c'est que quand on... Donc moi je ne suis pas universitaire, je suis consultant, j'ai les pieds tous les jours dans la glaise de la transformation d'entreprise, de la modernisation, et nous avons fait simplement ce petit effort de relever la tête et de regarder pas mal d'études prospectives à ce sujet, et pour essayer de vous dire un petit peu comment on voit les choses. Alors, il y a un mot qui revient tout le temps quand on regarde toutes les études en ce moment sur l'automatisme, la modernisation. Je crois qu'il y a beaucoup d'études de cabinets, et on les voit toutes les semaines, on estime entre 40 et 70% le nombre de tâches manuelles ou intellectuelles qui vont pouvoir être automatisées dans les 10 ans qui viennent. Voilà ce qu'on voit assez régulièrement, sans qu'il soit dit précisément ce qu'il adviendra de ces tâches automatisées. Est-ce que les emplois disparaîtront, se transformeront? Ça reste encore un peu ouvert. Et ce qu'il faut voir aujourd'hui aussi, c'est qu'on parle d'industrie du futur, mais c'est pas tombé comme un cheveu sur la soupe. Depuis 2-3 ans, on en parle. Les Allemands parlent depuis 2008 de Industrie 4.0. Ça préparait un petit peu le terrain. On avait en 2013 le rapport gallois, vous vous souvenez, qui était un pacte de confiance avec 22 propositions. Fin 2013, le rapport Lauvergeon, qui était un rapport pour 7 ambitions. C'est quand les pouvoirs politiques demandent aux industriels leur point de vue. On a eu ensuite le rapport Montebourg, 34 filières d'avenir, 34 projets filières d'avenir. Tout ça était basé aussi sur le rapport McKinsey, dont tout le monde se sert, avec les 10 ou 12 technologies qui sont censées changer le monde, l'économie et la vie dans les entreprises dans les décennies qui viennent. Et nous avons aujourd'hui donc Industrie du futur qui essaye de se regrouper autour de 10 solutions, on dit. Solutions maintenant, et voilà. Et nous, ce qu'on en pense, c'est que oui, ça va vraiment quand même beaucoup bouger. Nous avons le sentiment, et puis d'ailleurs, il faut le souhaiter, d'ailleurs. Vous savez qu'on a des soucis de compétitivité un peu, donc je pense qu'il faut faire le maximum pour pouvoir avancer, effectivement. Là, ce que je voudrais faire, c'est donc 4 tout petits coups de projecteur sur ce sujet très difficile, parce qu'il est impossible d'être précis. Hein. Gabriel nous a posé la question de savoir ce qu'il en serait de l'emploi en l'an 2025. Ben, nous sommes incapables d'être très très précis sur ce sujet. Donc, 4 petits coups de projecteur. Le premier, pour essayer de décrypter dans les 200, 300, 400 nouveaux projets dont on parle régulièrement dans les journaux, quels sont ceux sur lesquels ça vaut le coup plus précisément de regarder ce qu'il en est. Eh bien, nous avons, je crois, 5 technologies clés génériques, comme le dit la Commission européenne dans une grosse étude à ce sujet, à fort impact attendu sur les produits, les processus, et on pourrait dire aussi l'emploi. On a déjà tout ce qui est nouveaux matériaux, avec des substituts pour les matériaux précieux, les terres rares, des matériaux légers, résistants, des nouveaux matériaux donc déjà. Ensuite, nous avons des nanotechnologies. Tout l'univers des nanotechnologies, biotechnologies et tout ce qui va avec. Et là, on pressent qu'il y a derrière tout ça un potentiel d'innovation terriblement large. On a aussi toute l'impression additive, qu'on peut appeler impression 3D de façon un petit peu réductrice, mais avec tous les procédés de fabrication additive, on voit qu'il y a de quoi bousculer un petit peu toutes les organisations de nos usines, voire même les arbitrages en matière de localisation, délocalisation, relocalisation. On a aussi tout ce qui est robotique et l'automatique, donc on en a parlé longtemps ce matin, n'en reparlons pas. On a également tout ce qui est numérique. Vous voyez, quand on additionne tout ça, nouveaux matériaux, nanotechnologie, fabrication additive, robotique, numérique, et la convergence de tout ça
Alors là, oui, vraiment, il y a de quoi, on a cette impression-là, changer assez profondément dans les 10 années qui viennent, puisqu'on nous demande de raisonner à 10 ans, changer dans les 10 années qui viennent le contenu, le volume, la nature de l'organisation et des emplois. Merci. Alors, on a eu beaucoup d'informations en 35 minutes avec ces deux études. Jean-Pierre Film, quelles sont les trois idées clés que vous retenez, et puis quelle réponse aussi vous pouvez apporter à la remarque qu'a fait Jean-François Simonin sur la place accordée aux salariés finalement dans ces évolutions technologiques, stratégiques que mettent en place les entreprises. Écoutez, d'abord, bonjour à toutes et à tous. Merci de votre accueil. Je ne vais pas prétendre en 3 idées ou en 30 secondes apporter la solution à 22 propositions, 34 plans, etc., etc. Puis il n'y en a pas. Enfin, s'il y en avait une, ça se saurait, et je serais un fiefé menteur si je vous disais que nous avons, la solution. Et on va quand même essayer de réagir pour essayer de se projeter dans des choses plus peut-être concrètes, de réagir aussi à ce qui s'est dit ce matin. Ça vous parle déjà un peu à la fois l'étude de travail 2030, vous la connaissez déjà, oui, et le point que fait Jean-François Simonin qui met en avant les évolutions technologiques, c'est des choses dont vous parlez avec vos... Bien sûr que ça nous parle et que ça nous préoccupe au sens positif du terme. C'est-à-dire comment finalement notre sujet, c'est comment passer d'aujourd'hui à demain, enfin, de l'industrie d'aujourd'hui à l'industrie de demain. De ce point de vue-là, il n'y a rien de nouveau. On est sur un processus d'évolution. De toute évidence, il y a des éléments qui sont caractérisés, qui sont tout à fait nets. Alors on parlait de numérisation, parce que ça a été beaucoup le sujet de ce matin. C'est pas le seul sujet d'ailleurs. Il y en a eu d'autres qui ont été mis en avant, qui mériteraient d'être creusés. Moi, ce qui me marque, c'est que déjà pour avoir une industrie du futur, il faut déjà avoir, même si on peut faire des sauts de grenouille, une industrie du présent. Donc, et que dans le cadre de cette industrie du présent, pour aller vers une industrie du futur qui sera ce qu'elle sera, je crois que personne n'est complètement capable de la décrire, même si on a vu en introduction un film qui montre des choses, mais des choses, et ça a été dit tout de suite, qui existent déjà. Donc on parle d'industrie du futur, d'une industrie qui existe déjà. Donc, l'usine nouvelle a titré son dossier usine du futur il y a 2 mois sur l'usine du futur est déjà là. Voilà. Donc, maintenant, ce qui me marque beaucoup, c'est qu'il faut qu'on crée dès aujourd'hui le présent. L'environnement, c'est notre rôle. Je vais y venir. Je vais centrer sur notre rôle à nous, partenaires sociaux. Quelle pierre à l'édifice on peut apporter en écoutant effectivement tout le contexte qu'on nous raconte. Donc le premier élément qui me marque, c'est qu'il nous faut un environnement évidemment qui va permettre ces évolutions. Alors il y a des choses qui dépendent de nous, il y a des choses qui ne dépendent pas de nous. Il nous faut un environnement en termes de politique industrielle. On a entendu des choses ce matin par Pascal Faure qui sont intéressantes. Je trouve que il faut des politiques à court, à moyen et à long terme. Ça a été expliqué. On a peut-être un peu trop eu le sentiment, en tous les cas c'est notre avis à nous IMM, que vis-à-vis de l'industrie, on a toujours eu des politiques qui sont beaucoup trop à court terme. Alors, je crois qu'il y a eu un élan de données pour essayer, depuis quelques années, de se donner du moyen et surtout du long terme. C'est évidemment positif, mais on peut le remarquer, on peut le noter sur des choses très concrètes. Généralement, quand un gouvernement, qui soit d'un côté ou de l'autre, prend des mesures en matière d'emploi, c'est de l'emploi pour le court terme. Or, on sait que ça ne cible pas les emplois de les outils justement qu'a la branche, qu'a mis en place la branche depuis des décennies, des siècles, au moins un siècle, plus d'un siècle. Est-ce qu'il te semble adapté effectivement? Est-ce qu'il y a alors du passé faisant table rase, peut-être pas, mais en tout cas créer une sorte de nouveau système, essayer de créer un nouveau système plus adapté aux nouvelles organisations qui ont été listées, ou tu as un autre point de vue? Non, alors je rejoins le point de vue, enfin nous rejoignons le point de vue. Et ce que je voudrais dire, c'est que au fond, est-ce que nous serions une exception, la CFE-CGC? Ce qui est à noter, c'est dans ce travail un petit peu prospectif que nous avons fait, il se trouve que l'ensemble des organisations, les 5 organisations syndicales, sont arrivées au même constat de base. C'est-à-dire que
les outils de gestion globale de ce qui était décrit n'étaient plus nécessairement adaptés. Alors, nous pouvons citer un certain nombre de choses, et ce que nous faisions valoir, par exemple, c'était que, alors que nous avons des règles complexes, millefeuilles, un système conventionnel qui a 40 ans, hein, eh bien, nous constatons depuis de nombreuses années, comment dirais-je, une certaine créativité de la part d'entreprises pour contourner, pour adapter leur façon de classifier, d'individualiser, de ranger. Alors c'est pas nouveau, hein, ça s'appelait le ranking, c'est mieux en anglais. Hein. Ici, le downgrading ou l'upgrading ailleurs, bref, et puis même des classifications parallèles. Alors, en termes de droit, ça le fait, hein, on l'a sur votre feuille de paye, le niveau, etc., relatif à la classification. Puis en interne, vous créez de nouvelles règles, vous dites aux partenaires, d'ailleurs c'est pas négocié, à partir d'aujourd'hui jusqu'à un nouvel ordre, nous allons réattribuer un certain nombre de choses, de primes, de parts variables par exemple à des ingénieurs et cadres, mais pas que, des États, je connais des sociétés qui le font. Et on ne nous demande pas juste notre avis, hein. On vous dit c'est mieux, on vous explique que c'est mieux pour vous, et c'est comme ça. Donc voilà, alors ça, quand ça se multiplie, on sent bien que le système se délite, et c'est pas unique, hein. Et donc on le regarde de façon plus globale, et on se dit, bon, est-ce que ça tient encore debout dans la branche? La réponse est non, plus vraiment, il est urgent de s'y atteler. Et alors l'idée, c'est vrai, a été de dire, bon, comment on fait? On fait une évolution où on s'attaque de façon globale au problème. Alors, on démarre, hein, mais nous en sommes arrivés à la conclusion qu'il fallait partir de la feuille blanche, dans l'absolu, essayer de reposer des principes de base forts, fédérateurs, sur lesquels nous soyons bien d'accord, de façon à pouvoir recréer des fondations solides. Et puis après, peut-être aller vers des outils qui permettent de traiter peut-être un peu ce qu'a indiqué Jean-Pierre, c'est-à-dire à la fois laisser, par le principe de subsidiarité, les adaptations locales, tout en conservant malgré tout des règles globales qui permettent de donner la faire un sujet finalement en une heure, il y aurait beaucoup de choses à dire et à évoquer. La suite, c'est pas moi qui vais l'animer, c'est le philosophe Bernard Benatar qui a travaillé, je crois, avec des jeunes militants de la CFE-CGC Métallurgie. Et on va découvrir ce qu'ils ont à nous dire. Je laisse la parole à Gabriel pour introduire peut-être cette dernière partie de ce congrès. Alors, bon, on va leur laisser, j'allais dire on va leur laisser la scène, mais je suis même pas sûr qu'ils veuillent la scène. Dans l'esprit, vous savez, l'esprit de Chantilly qui a mis un petit peu en suspension l'idée de visiter, de revisiter ce qu'est le management, des nouvelles formes de management, comment le numérique impacte ceci, comment on se projette à la fois en étant manager militant, enfin les 4 thèmes qui ont été pointés dans le rapport d'activité. Et puis, comme on a créé beaucoup d'envie, mais aussi beaucoup de frustration, parce qu'on a du mal comment dirais-je, à mettre ça sous forme de matière facilement opérationnelle derrière. Donc on y est retourné, on leur a dit, ben voilà, enfin on a dit à Bernard, dans ta grande sagesse, écoute, on remet à disposition quelques personnes limitées, et puis ben, vous avez 5 journées pour phosphorer et essayer de nous remettre sur ces rails-là, et ben, vous serez la cerise sur le gâteau de la journée, dont on verra bien si elle est comestible ou pas, mais vous allez la conclure. Voilà, ça viendra au fond donner par des gens qui le vivent la façon peut-être de se mettre sur ce chemin de notre avenir dans le cadre d'une industrie à laquelle nous croyons. Merci en tout cas. Et c'est en live parce que je ne sais absolument pas ce qu'ils vont faire.